Merci beaucoup, merci infiniment pour l'invitation. Je vais donc vous donner des nouvelles du centre galactique. Je précise que ces travaux, évidemment, émanent d'un groupe assez étoffé, dont plusieurs représentants, en fait, sont dans la salle, que je salue au passage. Voilà. Donc le centre galactique, Paola Di Matteo, tout à l'heure, nous a parlé de la galaxie. Là, on va s'intéresser qu'à une infime partie de la galaxie, son centre. Voilà, par exemple, à quoi elle ressemble vue par un satellite infrarouge. On a l'habitude de voir la Voie lactée. Là, on voit un peu plus. On va aller donc au centre du bulbe. Quand on s'intéresse aux régions tout à fait centrales, en fait, on retrouve au centre de notre galaxie, mais c'est quasiment un hasard, une forme de galaxie spirale avec des bras spiraux, mais c'est encore une fois un hasard, c'est un effet géométrique, sur une dimension qui est de l'ordre de 2 parsecs. Donc là, on s'intéresse vraiment maintenant au parsec central. Vous voyez les échelles angulaires. Là, on est à 50 secondes d'angle. Voilà, donc c'est pour un astronome optique, c'est facilement visible, disons, même si là, l'image a été faite dans le domaine radio. Quand on regarde les populations de gaz, ces populations de gaz s'arrangent dans un espèce de disque, le disque circumnucléaire, dans lequel on trouve du gaz et de la poussière qui peuvent servir, par exemple, pour le gaz à former des étoiles. Et puis quand on va à l'intérieur de ce disque, eh bien, on trouve des populations d'étoiles qui sont aussi ordonnées sous forme de 2 disques dans la dizaine de secondes centrales à moins de 1 parsec du centre galactique. Voilà. Alors, ce qui est très curieux, c'est que ce que l'on trouve comme population d'étoiles sont essentiellement des étoiles massives, voire très massives, certaines encore sur la séquence principale, et d'autres déjà sous forme d'étoiles Wolf-Rayet qui ne devraient pas tarder à exploser sous forme de supernova. La moitié des étoiles Wolf-Rayet de la galaxie, en fait, sont là. Alors, ce qui va beaucoup nous intéresser par la suite, c'est encore plus au centre. Il y a une cinquantaine d'autres étoiles massives qui sont, elles, sur la séquence principale, donc qui n'ont pas encore évolué vers des étoiles de type Wolf-Rayet. Et là, on atteint des échelles qui commencent à être petites, angulairement parlant, et qui vont nécessiter une instrumentation un peu particulière. Alors, tout au centre, c'est l'objet qui nous intéresse au final, se trouve un objet supermassif dont on pense qu'il s'agit d'un trou noir supermassif découvert au milieu des années 70. Là, l'échelle à laquelle on s'intéresse, c'est une échelle qui est microscopique angulairement parlant, alors grande humainement parlant, puisque cet objet aurait un rayon de l'ordre de 0,1 unité astronomique, 10% des distances Terre-Soleil, mais en termes de rayon angulaire, c'est 10 microsecondes d'angle. Voilà, c'est quelques pièces d'un euro sur la Lune vues depuis la Terre. Voilà. Donc voilà le décor. Comment fait-on maintenant pour observer ces objets ? Alors, pour observer des étoiles, le mieux, c'est d'aller dans les longueurs d'onde optiques. On a vu tout à l'heure qu'il y a une quantité de poussière qui était phénoménale entre le centre galactique et nous. En pratique, il faut aller dans l'infrarouge, parce que dans le visible, on ne voit pas grand-chose. On voit quelques étoiles, mais pas énormément. Voilà, et surtout celles qui sont le plus proches du centre galactique, on ne les voit pas. Malheureusement, quand on est à ces longueurs d'onde-là, eh bien, on est confronté à un problème qui est celui de la turbulence atmosphérique. On voit là la seconde centrale. Dans la seconde centrale, on ne voit pas grand-chose du fait de la turbulence atmosphérique. Donc il faut corriger et il faut utiliser de grands télescopes pour avoir, après correction, une résolution angulaire suffisante. Donc ces recherches se font avec des télescopes de 8 mètres ou de 10 mètres. Là, vous voyez le VLT, qui est notre observatoire européen dans la cordillère des Andes au Chili, et qui est doté de 4-8 mètres, dont je vais parler tout au long de cet exposé. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, on a la résolution angulaire, à condition d'utiliser un instrument, une machine absolument géniale et merveilleuse qui s'appelle l'optique adaptative, dont certains des pairs sont dans cette salle aujourd'hui. L'optique adaptative, son objectif, c'est de faire comme s'il n'y avait pas d'atmosphère, en parlant très vite. C'est quasiment ça au télescope. La première fois que j'ai vu ça, je n'en croyais pas mes yeux, mais c'est tout à fait vrai. Donc voilà une image qui est simulée en laboratoire. C'est des vrais photons, mais pas d'étoiles. Mais c'est pareil, on sait très bien simuler des conditions réalistes de turbulence avec l'instrument NACO, qui était la première optique adaptative du VLT. Et si on faisait une pause longue, en fait, toutes ces tavelures se moyenneraient et on serait très très loin d'atteindre la résolution angulaire du télescope qui est symbolisée par le petit disque. Et quand on met l'optique adaptative en marche, vous allez voir, c'est facile. Paf, hop, voilà, la correction apparaît et on retrouve la limite de diffraction, ce qui fait que si on a un champ d'étoiles à imager, eh bien, si la distance entre ces étoiles est inférieure
est supérieure à la résolution angulaire du télescope, la résolution théorique, on arrive effectivement à séparer ces objets. Donc c'est ce qui a été fait au centre de la galaxie depuis l'apparition de l'optique adaptative au début des années 90. Et grâce à ça, en fait, dans la seconde centrale, eh bien, on voit apparaître un petit amas d'étoiles. Et ce petit amas d'étoiles étant proche du centre galactique, eh bien, on peut imaginer qu'il est animé d'un mouvement qu'on va pouvoir mesurer et caractériser et apprendre des choses sur l'objet central, non pas autour duquel tout tourne, mais qui anime l'ensemble de ces étoiles. Alors c'est le premier résultat majeur qui est obtenu sur le centre galactique avec NAOS, justement, ou l'instrument NACO. Pour la première fois, en fait, une collaboration à laquelle participaient des Français, dont Anne-Marie et Pierre Léna et je pense Daniel Roy, qui sont là, eh bien, a pu mesurer l'orbite de cette étoile S2, sur laquelle je vais revenir également, et qui a permis d'avoir une première, disons, estimation assez précise de la masse au centre du centre galactique. Alors, on peut faire beaucoup mieux encore que ça. On peut, parce que le système d'optique adaptative permet d'obtenir une mesure bidimensionnelle de la position des étoiles à un instant donné sur le ciel. On peut aussi mesurer la vitesse d'un nombre d'étoiles assez important, en plus des données d'optique adaptative, par spectroscopie grâce à la méthode Doppler. On mesure l'effet Doppler. Quand une étoile vient vers nous, son rayonnement est décalé vers le bleu. Quand elle s'éloigne, le rayonnement est décalé vers le rouge. On regarde des raies spectrales. Là, vous avez un exemple d'un corps tournant autour d'un foyer central. On mesure la position des raies spectrales et cette position, sa variation par rapport à un étalon, eh bien, est proportionnelle à la vitesse de déplacement. Voilà. Donc on fait ça sur les étoiles du centre galactique et on arrive comme ça à reconstituer des orbites tridimensionnelles de ces étoiles, ce qui donne au passage aussi, en plus de la masse du centre galactique, ça donne aussi la distance du centre galactique de manière assez précise, comme vous le voyez ici sur cette diapositive. Donc la masse de Sagittarius A étoile à cette échelle de résolution, disons, c'est de l'ordre de 4 millions de fois la masse du Soleil pour une distance de 8 kg par sec environ. Voilà. Alors l'étoile S2 est toujours là, c'est la plus proche connue. Vous allez voir qu'elle joue un rôle important pour nous. Alors, si on veut aller plus loin, pourquoi faire plus loin pour étudier encore plus le centre galactique et l'objet central dont on souhaite voir s'il s'agit d'un trou noir ou pas, et aussi pour étudier la population d'étoiles près de ce centre galactique. Mais on a besoin d'augmenter la résolution angulaire. Alors, c'est assez simple. Si on veut étudier, par exemple, les effets relativistes sur les orbites d'étoiles proches, il faut découvrir ces étoiles proches. Ou alors sur l'étoile S2, et il nous faut pour cela une résolution angulaire de l'ordre de la milliseconde d'angle, c'est-à-dire faire à peu près 50 fois mieux que ce qui est fait par un télescope de 8 mètres, en quelques dizaines de fois mieux. Si on veut maintenant étudier Sagittarius A étoile à l'échelle de son horizon des événements, ou à quelques échelles de son horizon des événements, là c'est un facteur de plusieurs milliers qu'il faut gagner pour arriver à cette échelle de l'ordre de 10 microsecondes d'angle, ou quelques dizaines de microsecondes d'angle. Voilà. Donc c'est le défi qu'on s'est posé il y a maintenant 13 ans. Et la solution n'a rien de très original, elle était très, très bien connue. Tout cela est gouverné par les lois de l'optique, donc pour avoir une précision plus importante, pour avoir une résolution plus importante, eh bien, il faut, et il suffit d'ailleurs, d'augmenter la taille de l'appareil. Et donc on fabrique ce qu'on appelle un interféromètre, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser un seul télescope, on va utiliser deux concerts de manière cohérente, un ensemble de télescopes, et la résolution angulaire sera déterminée par la plus grande distance reliant ces deux télescopes et projetés sur le ciel. Donc dans le cas du VLTI, au Mont Paranal, où nous disposons de 4 télescopes de 8 mètres, et au passage 4 télescopes de 1,80 m qui permettent de faire la même chose aussi sur des objets un peu plus brillants, eh bien on peut réaliser comme ça une base de 140 mètres reliant les deux télescopes les plus extrêmes, ce qui correspond dans le proche infrarouge à 2 microns 2 à environ 4 millisecondes d'angle de résolution, c'est-à-dire qu'on a un facteur 15 de gain par rapport à un télescope unique. Voilà. Donc c'est cet instrument qu'on a appelé Gravity. Donc Gravity, c'est un recombinateur qui est situé au foyer du VLTI, mais c'est un peu plus qu'un recombinateur parce qu'on a besoin d'optique adaptative, indispensable pour pouvoir observer le centre galactique comme on l'a vu tout à l'heure. On a besoin de 4 malheureusement, ça c'est le défaut de l'interférométrie, il y a plusieurs télescopes, donc les systèmes sont complexes. Et on a besoin aussi d'une métrologie extrêmement précise
qui relie le point de recombinaison à l'entrée de l'interféromètre, c'est-à-dire les miroirs de 8 mètres du télescope et les miroirs secondaires, pour mesurer des parcours de faisceaux lumineux avec des précisions de l'ordre de quelques nanomètres pour atteindre cette précision astrométrique de quelques dizaines de microsecondes d'angle. Voilà. Alors cet instrument a été construit par un consortium européen. Vous y retrouvez des Allemands, des Français, des Portugais. Les Français sont en rouge ici. Alors, comme d'habitude, on oublie certainement des gens. Donc ceux qui ne se reconnaissent pas m'excusent. Mais c'était pour vous montrer que la France était bien présente dans cet instrument. Voilà. Avec 2 laboratoires français, l'un à l'Observatoire de Paris, l'autre à l'Université de Grenoble, et puis une participation de l'ONERA au début de cette aventure. Alors, une fois qu'on a Gravity, eh bien, on peut faire des images du centre galactique. Alors, quelques étapes se sont passées, bien évidemment, entre l'idée de l'instrument et puis ces images faites sur le ciel. En haut à gauche, vous avez une image faite avec l'optique adaptative de Gravity, c'est notre caméra d'acquisition. Et vous avez la distance apparente entre Sagittarius A étoile, qu'on devine sous l'étoile de Sagittarius A étoile, et puis l'étoile S2, et vous avez, avec une résolution plus importante, en fait, vue à différentes époques, S2 et Sagittarius A étoile, vus par l'interféromètre. Alors les images de l'interféromètre sont un peu déformées. Ça, c'est dû au fait qu'on n'a pas une pupille complète. On a quelques pupilles dans une pupille fictive de 140 mètres de diamètre. C'est ce qui cause ces allongements. Mais on connaît ces allongements, on peut les prédire. Donc on peut tout à fait faire la part entre la part instrumentale et la part, disons, scientifique, astrophysique. Ce que nous cherchions, c'était à mieux caractériser Sagittarius A étoile. Et ce qui aurait pu vraiment nous aider, ou ce qui pourrait nous aider dans l'avenir, c'est de découvrir d'autres étoiles plus près que S2 et moins brillantes de Sagittarius A étoile. Et pour l'instant, eh bien, la pêche n'a pas été bonne. On a pu déterminer qu'il n'y avait aucune étoile plus brillante que K égale 17, c'est-à-dire quelques centaines de fois moins brillante que S2 entre S2 et Sagittarius A étoile. Donc, notre science, pour l'instant, on ne doit pas la faire sur cette étoile qu'on n'a pas trouvée. La théorie prévoit quelques étoiles, entre 3 et 6. Voilà, pour l'instant, c'est 0. Hein. Voilà. Donc, il y a peut-être des étoiles moins brillantes, mais qui restent à découvrir. Alors, on a quand même utilisé S2, et on a eu énormément de chance, je dois dire, parce que l'instrument, alors ce n'est pas non plus un total hasard, on s'est dépêché à fabriquer l'instrument pour être prêt au moment où S2 paraîtrait au plus près de Sagittarius A étoile, ce qui est arrivé le 19 mai de cette année, 2018. Voilà. Donc on avait une pression assez importante. Il fallait être prêt 2 ans avant. Ce que nous voulions mesurer, c'était au moment du passage de S2, le premier effet relativiste, qui est le rougissement gravitationnel de S2 dû à la présence du corps très massif au centre de la galaxie. Donc c'est un résultat qui a été publié récemment, là, dans le courant de l'été. Et on a utilisé pour ça donc Gravity, donc vous voyez encore les images ici, certaines des images, et couplé à un instrument de spectroscopie, Symphony, pour mesurer les vitesses radiales, comme ça a été fait précédemment sur l'ensemble des sources de l'amas des étoiles S autour de Sagittarius A étoile. Voilà. Et l'effet qu'on s'attendait à trouver, c'était au moment où S2 passe au plus près de Sagittarius A étoile, on doit avoir un excès de décalage vers le rouge, qui doit être assez piqué. Voilà, c'est à peu près à ce moment-là, vous voyez. Là, vous avez l'ensemble des mesures qu'on a faites depuis la campagne de 2017. Sagittarius A étoile est observable de fin mars, en gros, à fin août, début septembre. Donc, il y a des trous de 6 mois chaque année. Voilà, et comme on a commencé sur le ciel en 2016 avec le centre galactique et que les premières mesures n'étaient pas très bonnes, on a utilisé les données à partir de la campagne de 2017, donc jusqu'à la fin de la campagne de 2018. Voilà. Ce que vous voyez là sont les images qui ont été prises et rejouées avec la bonne résolution, mais en éliminant l'élongation due à l'imperfection de la couverture du plan des fréquences spatiales. Alors voilà le résultat ici. À gauche, vous avez l'orbite qui a été mesurée en fait depuis une vingtaine d'années, non pas par Gravity, mais par les instruments antérieurs. Au début, c'était l'interférométrie des tablures, Sharp. Ensuite, optique adaptative au VLT, donc NAOS, NACO. Et puis Gravity. Alors Gravity, c'est les petits carrés verts qu'on voit assez près de Sagittarius A étoile. Et vous avez un zoom à droite. Moi aussi, je vais utiliser le laser. Voilà. Voilà. Un zoom à droite du passage au péricentre ici. Et ce que vous pouvez voir,
c'est l'extraordinaire précision des mesures ici de quelques dizaines de microsecondes d'angle. On a l'impression de ne pas avoir de barre d'erreur. Je vous assure qu'il y a des barres d'erreur sur cette figure. L'autre figure ici, c'est l'effet du passage au péricentre vu sur les vitesses radiales. Et ce que l'on va chercher à voir, c'est l'écart à cette courbe dû à l'attraction gravitationnelle du trou noir dans des conditions très relativistes. Alors c'est ce qu'on voit ici. Ici vous avez une comparaison des données avec un modèle relativiste ou non relativiste. En haut vous avez les vitesses radiales ici, voilà, avec un zoom ici sur ce que nous avons vu entre 2017 et 2018. Et ici vous avez la partie astrométrie. Alors en gris ici vous avez le modèle, disons, de la théorie newtonienne sans relativité générale. Alors on voit que ça marche moins bien, évidemment, mais ça aurait pu marcher, je vous expliquerai pourquoi après. Et ici, vous avez l'écart à ce modèle dû à l'effet de rougissement gravitationnel. Vous en avez deux modèles ici. Le modèle rouge avec le rougissement gravitationnel simple et le modèle noir en prenant en compte la précession relativiste qu'on n'était pas en mesure de détecter à ce moment-là. C'est ce qu'on voit ici aussi et là sur ces données astrométriques. Alors je disais tout à l'heure que ça aurait pu marcher avec le modèle newtonien, bien qu'on pense qu'il y a un trou noir au centre de la galaxie. En fait, les barres d'erreur des mesures précédentes étaient suffisamment importantes qu'on aurait pu ajuster l'orbite, la faire tourner un tout petit peu pour que ça marche à peu près pour représenter ici ces données de vélocimétrie radiale. En fait, quand on a rajouté les points gravity, il n'y avait plus de doute possible et le cas newtonien ne marche pas. Donc ça a été paramétré par ce paramètre f ici. F égale 1, c'est la théorie d'Einstein en relativité générale. F égale 0, c'est la théorie classique Newton. Et le résultat qu'on a trouvé à ce moment-là, c'était 0,94 pour f plus ou moins 0,09, c'est-à-dire non compatible avec la théorie newtonienne et compatible avec la théorie einsteinienne, si je puis dire. Alors je vous montre les dernières données, puisque ça a été publié en juillet. La campagne s'est achevée en août. Et donc il y a quelques données supplémentaires. Et ces données supplémentaires marchent encore, fort heureusement. Vous voyez ici. Donc ouf, on n'est pas sorti de la courbe juste après la publication. On était quand même rassurés. Et vous voyez que la nouvelle valeur de f ici, c'est de l'ordre de 1,04, plus ou moins 0,06. Donc on est toujours compatible de la théorie de la relativité générale. Voilà. Alors au passage, parmi les nombreux paramètres du modèle, on a une nouvelle estimation de la masse. Alors, la masse à l'intérieur de l'orbite de S2, à l'intérieur du péricentre de S2, et de la distance du centre galactique. J'espère qu'elle est compatible de la distance de Gaïa. Voilà. Ce sera intéressant aussi pour nous de savoir et de comparer ces mesures. Alors je vais vous montrer un deuxième résultat que nous attendions depuis assez longtemps. En fait, on sait depuis 2003 maintenant que Sagittarius A étoile est animé de sursauts infrarouges et nous attendions depuis donc nos premières mesures sur le ciel en 2016 enfin des sursauts infrarouges brillants. On en avait vu quelques-uns. En fait, on a vu que le centre galactique était en général toujours actif, mais malheureusement sans très fort sursaut. Voilà. Et puis, pouf, c'est arrivé à partir du mois de mai cette année. On a eu 3 beaux sursauts qui nous ont permis donc pour la première fois d'étudier l'origine de ces sursauts et la nature de ces sursauts. Alors voici la première découverte qui a été faite avec NACO aussi. J'aurais pu mettre le nom de l'instrument ici, toujours ce même instrument qui a joué un rôle vraiment majeur sur le VLT. Et vous voyez ici donc l'étoile S2. Et là, vous voyez Sagittarius A étoile qui clignote en quelque sorte avec une période. Alors la période varie, puis il y a un débat entre Européens et Américains, disons, sur le fait qu'il y ait une période ou pas. Donc c'est pseudo-périodique, mais la période est de l'ordre de 20 à 40 minutes. Voilà. Et vous voyez que le sursaut, celui-ci, c'est un sursaut très brillant, puisqu'il est quasiment aussi brillant que S2. Alors il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs modèles possibles pour ces sursauts. Un des modèles dont on pense qu'il est celui qui s'applique au phénomène que nous avons vu ce printemps et cet été, c'est celui du point chaud. Et on pense que donc il y a un disque d'accrétion, un flot d'accrétion autour de Sagittarius A étoile, et on pense qu'il y a de la reconnexion potentiellement magnétique dans ce disque d'accrétion. Au moment où cette reconnexion magnétique se fait,
eh bien, à cause des cisaillements dans le disque, eh bien, ça induit un chauffage très fort qui produit un point chaud. Le point chaud tourne en fonction de sa distance à Sagittarius A étoile plus ou moins longtemps, disons, jusqu'à se dissiper et être dilué dans le disque. Alors, l'avantage quand on veut étudier un trou noir de très près, c'est que si on mesure ce type d'événement, et si cet événement intervient sur ce qu'on appelle la dernière orbite circulaire stable, on est vraiment très très près du trou noir. Si le trou noir a un taux de rotation nul, donc un trou noir de Schwarzschild, la dernière orbite circulaire stable, c'est 3 rayons de Schwarzschild. Vous voyez, on est vraiment très près. Et dans le cas extrême d'un taux de rotation d'un spin limite, eh bien, la dernière orbite circulaire stable a un rayon qui se confond avec l'horizon. Donc c'est aussi un moyen d'étudier et le trou noir et la théorie de la relativité générale en champ très très fort et donc très près du trou noir. Alors voilà ce premier résultat. Alors c'est la deuxième fois, je crois, qu'il est montré depuis la semaine dernière. J'attire votre attention sur le fait que l'article a été soumis, donc il n'est pas accepté encore. Voilà, donc c'est sous réserve bien sûr de l'accord de nos pairs. Mais bon, c'est difficile de résister au plaisir de vous le montrer. Voilà. Donc on a mesuré trois de ces sursauts. Ce que je vous montre, c'est le plus beau de ces sursauts. Les deux autres sont aussi intéressants, ils font partie de la publication, mais à la fois parce que les conditions atmosphériques étaient un peu moins bonnes et que les sursauts étaient un peu moins brillants, le résultat est un peu moins joli à montrer, mais c'est quand même de la belle physique. Alors ce que vous avez ici, c'est la position de cet événement, disons, mesuré au cours du temps. Les flèches vous donnent la séquence temporelle. On part du point rouge ici, et on va jusqu'au point noir, ou bleu foncé dans cet ordre. Ce que vous avez là, c'est la position de Sagittarius A étoile relative à ce phénomène de sursaut mesuré par Gravity. Voilà. Et ça, c'est le papier S2 précédent qui nous donne cette solution-là. La barre d'erreur est encore assez grande. Elle va diminuer en accumulant des mesures sur S2 au fil du temps. Là, on a une barre d'erreur de l'ordre de 50 microsecondes d'angle. Voilà. Et vous voyez que les barres d'erreur ici sur les points de mesure astrométriques sont variables aussi d'un point à un autre et sont de quelques dizaines de microsecondes d'angle également. Voilà. Alors ce que vous avez au-dessus, c'est non pas un ajustement au sens statistique du terme, mais c'est une comparaison d'un modèle donc de points chauds simulé avec le code Giotto qui a été fait à l'Observatoire de Paris par Frédéric Vincent et ses collègues et simulé qu'a utilisé Thibaut Pomard, qui est d'ailleurs un des co-auteurs de cette publication, où l'on voit une orbite simulée donc pour un taux de rotation nul, donc pour un trou noir de type Schwarzschild, et pour une distance au trou noir qui est de l'ordre de la dernière orbite circulaire stable. La dernière orbite circulaire stable, ce serait 3 fois le rayon de Schwarzschild, on est à 3,65, et on obtient un très très bon résultat, en fait, compatible avec ces observations. Alors malheureusement, pour l'instant, alors c'est les tout premiers résultats que nous obtenons, on espère qu'on va s'améliorer dans l'avenir. Pour l'instant, on ne peut pas contraindre très fortement les propriétés du trou noir et faire un test de la relativité générale. Pour cela, il faudrait que nous puissions d'abord avoir un sursaut qui dure un peu plus longtemps. Vous voyez que là, ça fait un peu moins d'une période orbitale. Et puis, il faut que nous travaillions ces barres d'erreur et que nous arrivions à améliorer nos mesures. Mais on a fait déjà beaucoup de progrès en 2 ans. On peut se permettre d'être optimiste. Et puis, il faut juste espérer que d'autres sursauts interviennent d'ici là. Alors, Gravity fait aussi des mesures de polarisation. On peut insérer un polarimètre et une lame demi-onde dans le système. Nous faisons ça de manière tout à fait régulière et mesurer comme ça les composantes de Stokes de la polarisation. Et on a pu faire ça, en fait, on ne l'a pas fait sur le premier sursaut, là, le plus brillant, malheureusement. La mesure était incomplète. Par contre, sur un des sursauts un peu moins brillants, on a pu faire cette mesure complète de caractérisation de la polarisation. Et ce que l'on voit ici, c'est que la polarisation tourne. Et j'ai oublié de parler de la période tout à l'heure, c'était aussi une quarantaine de minutes, tourne aussi avec une période de l'ordre d'une quarantaine de minutes. Voilà. Et
ça conforte aussi, disons, l'hypothèse du point chaud et le fait qu'on voit une sorte de trajet, une sorte d'orbite qui défile au cours du temps lors de ces mesures. Voilà. Et le fait que nous ayons cette boucle nous montre aussi par des simulations du champ magnétique qu'on doit avoir une orientation un peu particulière, comme l'orientation mesurée à partir de la simulation avec Giotto, à savoir que nous verrions le système tourner, ce point chaud tourner sur une orbite qui est pratiquement confondue avec le plan du ciel, avec une inclinaison qui est assez faible. Donc c'est une surprise parce que c'est un peu particulier comme orientation, mais en tout cas toutes les mesures qu'on a faites sur ces 3 sursauts sont compatibles avec cette hypothèse. Alors si on met ensemble toutes ces hypothèses, donc donc la mesure astrométrique dans un diagramme ici, inclinaison de l'axe du spin et rayon de l'orbite du point chaud, en croisant donc les données astrométriques avec la boucle de polarisation et la période de polarisation et le contraste des sursauts, donc le contraste photométrique des sursauts, plus le disque est incliné, enfin plus le plan dans lequel se fait le sursaut est incliné, et plus on s'attend à avoir des variations photométriques importantes, dues aux effets de relativité générale. Et au contraire, plus la trajectoire est vue et confondue avec le plan du ciel, et moins ces fluctuations sont importantes. Or là, justement, nous avons vu une fluctuation qui est inférieure en contraste à 2,5, à un facteur 2,5 entre les creux et les bosses de cette variation photométrique. Et tout cela pointe vers effectivement une inclinaison très faible sur le plan du ciel et un rayon auquel se produisent ces effets qui sont de l'ordre de 3 à 4 fois le rayon de Schwarzschild, donc compatible avec, ou en tout cas proche de l'horizon des événements. Quand on place ça sur un diagramme, ici vous avez la période en minutes et le rayon justement de l'orbite, eh bien c'est compatible avec ce que l'on attend pour un trou noir de 4 millions de fois la masse du Soleil. Donc ce n'est pas une preuve encore que le trou noir fait bien 4 millions de fois la masse du Soleil, enfin en tout cas il s'agit bien d'un trou noir, mais encore une fois, l'observation là est tout à fait compatible avec cette conclusion. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire après ? Beaucoup de choses. Maintenant, tout marche, si je puis dire. On souhaite aller plus loin, évidemment. Un résultat qui devrait tomber gratuitement si le ciel ne tombe pas sur la tête à Paranal, c'est la mesure de la précession relativiste, puisqu'il suffit de poursuivre ces mesures astrométriques, donc de position de S2 au fil du temps, et on devrait voir les points bleus ici s'aligner, si je puis dire, sur ces courbes rouges. Et vous avez ici les dernières mesures donc, qui datent de la fin de l'été, et on voit qu'on commence à voir apparaître la précession relativiste. On va reprendre des mesures sur Sagittarius à étoile et S2 à la fin mars de l'année prochaine. On sera par ici et on sera vraiment sur mesure la précession relativiste. Alors, il est intéressant de mesurer cette précession pour plusieurs raisons. D'abord, pour confronter nos résultats avec la théorie de relativité générale dans le cas du champ intense d'un trou noir, mais aussi parce que cette précession, elle dépend de plusieurs paramètres. Elle dépend bien sûr de la nature de l'objet central, mais elle dépend aussi d'une potentielle masse qui serait distribuée et jusqu'à présent invisible autour du trou noir. La précession relativiste a un effet prograde. L'influence d'une masse qui serait autour du trou noir et étendue entre S2 et le trou noir serait au contraire d'induire une précession rétrograde. Et donc les deux effets se compensant, on devrait avoir un effet moins fort. Voilà. Monsieur Perrin, il faut absolument conclure là. D'accord. Excusez-moi. Très bien. Voilà. Et la dernière chose donc, sur laquelle je m'arrêterai, eh bien, c'est que ce qu'on souhaite dans l'avenir, c'est améliorer la qualité de nos mesures pour pouvoir vraiment confronter, plus que ce qu'on a fait aujourd'hui avec une orbite circulaire assez simple, nos mesures avec des effets relativistes purs dans le champ de Sagittarius à étoile. Merci beaucoup. On va laisser une question, juste. Oui. Alors, Daniel Rouen ou bien Jacques Lascar. Alors, Christophe Salomon de ce côté-ci, allez. Bon. Non astronome. Pas astronome.
Merci, Président. Juste une question toute naïve. Il doit y avoir un effet Shapiro gigantesque aussi à côté de cette masse. Est-ce que vous pourriez voir l'effet Shapiro également? Alors tous les effets sur le temps en fait sont pris en compte. Tous les effets sur le temps sont pris en compte dans le modèle relativiste que nous avons. Donc le code Giotto prend en compte ces effets-là. Voilà. On l'a pas disséqué. D'accord, mais si tu le mettais pas, ça serait tout faux ou Alors on n'a pas fait cette expérience-là, mais je pense qu'on le verrait, oui. D'accord. Parce que c'est un test indépendant, je Absolument. dirais, hein. Merci. Jacques Lascar, quand même. Oui, donc pour les effets de relativité générale, il n'y a pas de problème. Moi, la question, c'est, tu as parlé tout le temps de trou noir, mais qu'est-ce qui permet, est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire sans ambiguïté que c'est un trou noir? Et sinon, qu'est-ce qu'il faut attendre et quelles vont être les mesures qui vont permettre de montrer que c'est sans ambiguïté un trou noir? Alors c'est une très bonne question, bien sûr. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est sûr à 100% que ce soit un trou noir, à mon avis. Tant qu'on n'a pas écarté d'autres possibilités, tant qu'on n'a pas montré qu'il y avait un horizon des événements, par exemple. Et pour l'instant, on n'a pas fait cette mesure, si tu veux. Il y a un autre objet possible, c'est une étoile bosonique, qui ressemble beaucoup, quand on fait des simulations, à un trou noir, sans être un trou noir. Un moyen d'écarter l'étoile bosonique, ce serait, par exemple, de découvrir des étoiles beaucoup plus proches du trou noir que S2, et qui auraient des orbites, du coup, en forme de pétales. Ça a été simulé, ça, par Éric Bourgoulon au LUT, qui serait assez caractéristique de ce type d'objet. Donc, si on ne voit pas des orbites de forme pétale, mais des orbites plutôt de forme trou noir, ça serait une indication forte que l'étoile bosonique, on ne dispose même pas du boson aujourd'hui qui serait nécessaire pour pouvoir construire cette étoile bosonique avec une masse de 4 millions de masses solaires. Mais en tout cas, ce serait un élément fort pour dire que ce modèle alternatif n'est pas possible dans le cas de Sagittarius à étoile. Alors, il y a une autre expérience qui s'appelle l'Event Horizon Telescope, dont on attend un résultat. Voilà, il se murmure qu'il y aurait un résultat qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. Et peut-être, alors je ne vais rien trahir, je ne veux pas trahir une collaboration à laquelle je ne participe pas, mais peut-être que cette collaboration sera en mesure de montrer une image de ce qu'on appelle l'ombre du trou noir, qui est la trace de l'horizon des événements.